Denis Ricard, vous êtes le président de l'organisation Industrielle Alliance, la plus grande entreprise d'assurance et de gestion patrimoine au Canada. Vous avez sous votre gouverne plus de 9000 employés et Industrielle Alliance dessert en 2023 maintenant plus de 4 millions de clients. Denis Ricard, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Antoine. Et M. Ricard, Industrielle Alliance, c'est maintenant beaucoup, mais beaucoup de différentes lignes de services. Pour les gens, il n'y en aura pas beaucoup, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas exactement l'organisation aujourd'hui, est-ce que ça serait possible pour vous de résumer en quelques phrases qu'est-ce que IA en 2023? À la base, quand on regarde notre mission, notre raison d'être, c'est que nos clients soient en confiance et aussi sécurisés face à leur avenir. Puis là, c'est évidemment, tout ça, c'est relié au financier. Hein. Donc, la protection en cas de décès, la protection en cas d'invalidité, la protection aussi pour préparer sa retraite et aussi pour préparer les études des enfants. Donc, on est vraiment dans le domaine de la paix d'esprit de nos clients. Et puis, on pourra parler un petit peu plus tard là, de comment on distribue nos produits. Mais globalement, là, ce qu'on veut, c'est que nos clients soient vraiment en confiance face à leur avenir. On est dans toutes sortes de secteurs d'activité, en assurance individuelle, dans la gestion de patrimoine. On travaille avec les concessionnaires automobiles pour protéger les voitures. Fait que la mécanique, voilà, on est dans beaucoup de domaines financiers. Effectivement, on vous voit dans beaucoup de catégories. Et M. Ricard, vous, votre histoire avec Industrielle Alliance, ça semble être une histoire qui était peut-être déjà écrite en avance. Vous avez rejoint l'entreprise en 1985, si je ne me trompe pas, comme analyste en actuariat. Si on se ramène à cette époque, ça fait quasiment 40 ans maintenant. À quoi ressemblait l'entreprise comparativement à ce qu'elle est aujourd'hui? Ouf, c'était complètement différent dans le sens que une taille beaucoup plus petite. On va parler de quelques centaines d'employés. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 9000 employés et plus. On était concentrés au Québec. On venait tout juste d'acquérir une organisation à l'extérieur de la province. Donc, on était vraiment une compagnie québécoise, francophone, dans le domaine de l'assurance et de l'épargne, mais qui n'avait pas, je dirais, là, l'étendue de produits qu'elle a aujourd'hui et surtout pas l'étendue géographique qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est une organisation nord-américaine. On n'est pas seulement juste au Canada, on est aussi aux États-Unis. Puis, dans le fond, on a environ 40 de nos affaires qui sont au Québec, alors que, bon, quand j'ai commencé, c'était pratiquement 100 là, au Québec. Donc, c'est vraiment différent. Et on a aussi une diversité, quand je disais on était au Québec, on était beaucoup dans le Québec francophone, hein. Pas très diversifié, hein, quand on regarde par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment là, à travers toute l'Amérique, mais on est présent dans les grands centres aussi, hein. Donc, il y a beaucoup de diversité quand je regarde que ce soit au niveau de nos employés, mais aussi au niveau des réseaux de distribution. Je serais assez impressionné de rencontrer nos conseillers financiers, là, ça vient de partout, là. En fin de semaine passée, d'ailleurs, j'avais une soirée là-dessus, puis c'est assez impressionnant, là. Je dirais que la moitié de la salle, ça, c'est au Québec, là, il y avait la moitié de la salle qui était d'origine ethnique, hein, qui venait des différentes communautés ethniques. Alors, on est vraiment fiers de notre pénétration dans ces marchés-là au Québec puis à travers tout le Canada. Et c'est assez exceptionnel parce que vous, de votre côté, vous avez vu cette croissance-là clairement de l'interne. Je regardais un petit peu votre curriculum. Vous arrivez dans l'organisation en 1985. Si on analyse bien tous les 3-4 ans, on voit que vous changez de rôle, vous grandissez dans l'organisation, vous avez plus de responsabilités. Comment tout ça s'est mis en place de votre côté? À quel point vous vous êtes dit, peut-être qu'ultimement, je pourrais aspirer à devenir président de l'entreprise? Ah mon Dieu, ouais, c'est sûr qu'au début, non, là, Ça a pris quelques années, j'imagine, là, ça hein? a pris quelques années, là. Je vous dirais qu'au début, c'est la soif d'apprendre, hein, qui était motivante et j'ai eu la chance d'être dans une organisation qui a valorisé beaucoup, l'apprentissage, beaucoup la mobilité, dans la compagnie. Donc, à chaque fois qu'à peu près tous les 5 ans, je levais la main, on me faisait vivre une expérience différente dans d'autres secteurs. C'est pour ça que j'ai travaillé, bon, évidemment, à l'actuariat, c'était mon domaine de base, mais j'ai travaillé au marketing, j'ai travaillé à l'informatique, j'ai travaillé, dans le développement d'affaires, diriger des entreprises dans le groupe même. Alors, ça fait partie de notre ADN, puis on vise vraiment d'être une organisation apprenante. Puis un de ces volets-là, parce qu'il y en a plusieurs, c'est effectivement de valoriser, d'encourager
nos talents, aller chercher de l'expérience dans d'autres secteurs. Puis ça, je le dis souvent, là, des fois, là, tu sais, je participe à des cocktails pour du recrutement là, auprès de jeunes qui graduent, par exemple, de l'université. Puis je leur dis, ben, chez IA, vous n'avez pas besoin de changer d'employeur pour changer de job. Mhm. Vous avez cette possibilité-là à Bien l'intérieur de sûr. l'organisation. Donc, je pense que c'est une grande force qu'on a, puis on mise là-dessus pour devenir meilleur. Et ça forme de meilleurs gestionnaires pour le futur, qui ne sont pas nécessairement juste, qui n'ont pas nécessairement juste grandi dans leur verticale, mais qui ont une vaste expérience, qui ont une vue large, puis qui sont capables, dans le comité exécutif, entre autres, là, d'avoir des vues différentes sur des domaines qui ne sont pas nécessairement de leur responsabilité actuelle. Parce que quand vous regardez l'ensemble des exécutifs, donc l'équipe de la haute direction de la compagnie, il y a énormément d'individus qui ont eu différents rôles dans l'organisation. Ça fait des débats assez riches, merci. Et c'est avec les débats qu'on peut prendre les meilleures décisions. Et on va en parler dans quelques minutes du volet culture parce que c'est assez fascinant l'approche que vous avez prise pour l'entièreté de vos employés. Mais juste avant d'en parler, j'aimerais revenir un petit peu à vous personnellement. Donc, vous êtes président de l'organisation aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire comment tout ça s'est mis en place? Pour les gens qui nous écoutent, pour les entreprises qui se disent comment on arrive ultimement à devenir président d'une aussi grosse organisation, je serais peut-être curieux de vous entendre ici. Ah oui, c'est intéressant parce qu'évidemment, le conseil d'administration, il y a deux grands, en fait, il y a plusieurs responsabilités, mais il y en a deux les plus importantes, je vous dirais, là, en ce qui me concerne. Ma vue là-dessus, c'est que premièrement, c'est de décider c'est qui le président. Fait que, parce que si tu n'as pas la bonne personne, tu es dans le trouble. Et deuxièmement, évidemment, avec la haute direction, c'est de bâtir la stratégie de l'organisation. Bon. Alors, en ce qui concerne le président, donc il y a des mécanismes, il y a un processus à l'intérieur de l'organisation, qui s'échelonne sur plusieurs années, évidemment, pour identifier des candidats potentiels, puis de les coacher, de les aider à grandir dans l'organisation, d'aller chercher l'expérience, voulue. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à peu près en 2010, le président précédent avait commencé à semer dans ma tête l'idée que peut-être un jour je pourrais me rendre à cette étape-là. Et puis, j'ai fait ma réflexion à ce moment-là, puis ça faisait 6 ans que j'étais, le CFO, le chef des finances de l'organisation. Puis, je lui ai dit: «OK, pas de problème, je ne sais pas si je vais être capable, un jour, mais chose certaine, il ne faut pas que je continue à faire la même job si je veux l'être». Alors, j'y avais dit: «Je vais aller chercher des compétences en développement d'affaires, donc j'aimerais ça que tu me donnes l'opportunité, de retourner dans les secteurs d'activité puis, je dirais mon sens des affaires, de l'augmenter, là, tu sais. Fait que parce que je me disais: «Si un jour je suis président, mais je pense que c'est important que j'ai pu, diriger certains secteurs d'activité de l'organisation». Donc là, j'ai butiné d'un plusieurs secteurs à l'autre, là, à travers le temps avec un paquet de mandats spéciaux et je pense que ça a fait de moi un meilleur président. En tout cas, certainement que ça m'a donné beaucoup confiance quand le président actuel a décidé de prendre sa retraite, ben de lever la main, encore une fois, pour dire: «Ça m'intéresse», puis de bâtir une compagnie parce que moi, j'avais une vision pour l'organisation. Je voulais tu sais, puis c'est ça, hein, on prend une organisation à un certain niveau, puis et mon prédécesseur a fait une job extraordinaire, tout comme son prédécesseur, mais c'est de l'amener à un autre niveau. Puis je l'aime cette compagnie, tu sais, je veux pas, elle m'a transformé, elle m'a apporté tellement, mais je veux l'amener à un autre niveau moi aussi, pour que celui ou celle qui va prendre ma place, va être capable de l'amener à un autre niveau puis la faire grandir encore plus. Fait qu'on a une vision assez, ambitieuse, de IA Groupe Financier, là. Mais c'est quand même assez humble de votre part parce que, pardonnez-moi et corrigez-moi surtout si je me trompe, mais quand on est CFO d'une organisation, on s'entend, on n'est pas tellement loin d'être le numéro 2, numéro 3 en importance dans une entreprise. C'est un poste excessivement important. Et là, d'aller prendre des mandats de développement d'affaires, peut-être de gestion organisationnelle dans certaines lignes d'affaires, est-ce que c'est pas même intentionnellement descendre un petit peu dans la hiérarchie pour Oui, aller mieux comprendre comment ça se déroule? en fait, c'est de reculer. Je ne veux pas dire reculer, je me sentais pas que je reculais, mais dans la tête, dans la vision de certains, ça pouvait paraître comme ça, où tu fais un pas en arrière pour te donner un élan encore plus grand. Parce que moi, je me suis retrouvé où tout d'un coup, j'étais au cœur de tout, là, tu sais, parce que la crise 2008, j'étais le chef des finances. OK, on s'entend que, wow, ça a été rock'n'roll. Puis là, fait que là, tu fais partie de toutes les des grandes décisions, grandes discussions. Puis du jour au lendemain, tout ce que tu as, c'est une feuille blanche. Puis là, on te donne certains créneaux, puis go. Tu sais, je veux dire, tu vas développer ces secteurs-là. Puis tranquillement, il y a différentes responsabilités qui se sont greffées à ça. Mais tout d'un coup, il n'y a plus grand monde qui te parle, là, hein.
Tu es un entrepreneur, il faut que tu fasses des cold calls, excuse le terme, là. J'ai analysé un paquet de business, un paquet de compagnies. Tu sais, par exemple, on se posait la question, on s'en va-tu dans le domaine bancaire à l'époque? Ben, j'ai fait ma tournée, là. J'ai fait des cold calls, puis je suis allé rencontrer un paquet de monde, puis à un moment donné, pour arriver à la conclusion que on ne devait pas le faire, mais pas grave, c'est pour l'organisation, c'est important. Dans d'autres secteurs, on est allé, là. Alors, ton point est vraiment vrai. C'est vraiment, c'est un bon point parce qu'à un moment donné, il faut accepter des fois, avec une certaine ambition, là, puis avec humilité, de se retirer, mais se retirer dans le sens pour aller chercher des compétences, pour grandir encore plus, puis pas rester dans sa zone de confort. J'aurais pu dire: «Ah, je vais rester aux finances parce que ça va bien mon affaire», tu sais, puis je comprends ça. Mais à chaque jour, qu'est-ce que j'apprends vraiment, là? Tu sais, c'est peut-être 5 à 10, maximum 5 de ce que tu fais, tu sais. Mais tout d'un coup, c'est 100. Pendant plusieurs mois et années, c'était comme 100 de mon temps, j'apprenais, tu sais. Puis là, ça te rend meilleur. Fait que sortir de sa zone de confort. Quand on parle de mobilité comme un vecteur de croissance, là, individuel, développement personnel, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. En fait, c'est pas que les jeunes, hein, je veux dire, j'encourage tout le monde, dans le fond, à mener à sortir de sa zone de confort pour grandir. Pour mieux comprendre ce qu'on doit faire par la suite. Et bon, finalement, vous êtes président et il y a plusieurs choses qui se déroulent. On n'en parlera pas pendant longtemps parce que tout le monde en a entendu parler de cette fameuse COVID. Mais bon, ce que ça nous a amené à se poser comme question en tant qu'entreprise, c'est comment qu'on travaille avec nos collègues? Est-ce qu'on ramène les gens au bureau? Est-ce qu'on les laisse travailler de la maison? Vous avez sous votre supervision 9000 employés. Certaines entreprises, maintenant, prennent des approches d'être 100% remote, 100% en télétravail, mais on a 20, on a 30 employés, donc c'est plus facile à diriger, plus facile à gérer. Là, finalement, vous laissez la possibilité à tous vos collègues de travailler de la maison. 9000 employés, c'est pas difficile à gérer tout ça? On en a eu des débats, là, puis il faut être assez humble pour se dire qu'on vit un grand laboratoire actuellement. Il y a aucune certitude, mais on a quand même des convictions importantes actuellement. On croit que nos employés et nos équipes, hein, c'est pas juste une question individuelle, mais c'est aussi une question collective. On croit que nos équipes sont suffisamment matures pour prendre la responsabilité de décider à quel endroit ils sont le plus efficaces, le plus productifs dans leur travail. Donc oui, ça peut être l'individu qui se pose la question le matin et dit: «Moi, je m'en vais-tu au bureau ou pas?» là? Mais c'est aussi beaucoup les équipes. Puis les gestionnaires sont légitimisés, tu sais, sont légitimés de dire à leurs équipes: «Ben là, pendant les 2 prochaines semaines, là, parce qu'on a de quoi livrer dans 2 semaines, donc on va être plus efficace, si on est un à côté de l'autre». Mais grosso modo, tu sais, on le voit là, tu sais, les gens veulent travailler de la maison, sont efficaces à la maison, ont des outils pour travailler aussi en équipe, de la maison. Fait que moi, je pense qu'on va retrouver un certain équilibre. L'équilibre, c'est-tu que les gens vont dire c'est 2 jours au bureau, 3 jours à la maison ou 1-4 ou 3-2, je sais pas trop là où est-ce que ça va finir. Mais chose certaine, actuellement, on a la conviction qu'en donnant la responsabilisation, l'imputabilité auprès des équipes puis des individus, on va arriver à un meilleur résultat. C'est quelque chose qu'on va évaluer au fil du temps. Ça va prendre, tu sais, des mois, des années, là, puis on va se réajuster aux besoins. Mais aujourd'hui, on a cette conviction-là. C'est celle-là, cette conviction que je partage aux employés régulièrement parce qu'ils sont inquiets, hein. Des fois, ils me posent la question: «Allez-vous changer votre modèle?» parce qu'on vient d'entendre que X, Y, Z oblige ses employés à être là 2 jours semaine. Moi, je leur dis: «Je vous fais confiance, donnez-vous des moments pour aller au bureau». Je pense que c'est important, personnellement, puis je pense pas que ce soit sain que, en moyenne, les gens soient, je sais pas moi, une demi ou une journée seulement par semaine au bureau. Je pense que ça prend un peu plus que ça. C'est pas 4 jours par semaine, là, mais il y a quelque part un équilibre qu'il faut atteindre et on a des bureaux qui sont extrêmement conviviales. On a une ambiance de travail extraordinaire. On a complètement refait nos bureaux. Fait qu'on crée un espace de collaboration, mais on veut que les gens l'utilisent aussi. Donc, on va voir au fil du temps comment ça va évoluer tout ça. En termes de gestion maintenant, comment qu'on on arrive à bien gérer ça? Parce que ça, c'est une discussion qu'on avait eue, vous et moi, dans un appel préalable. Vous me disiez que vous avez bâti un petit peu des programmes de coaching pour vos gestionnaires, pour les aider à mieux superviser leurs équipes. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui se posent des questions. Comment qu'on crée une culture à distance? Comment qu'on est capable de garder ces équipes motivées? Qu'est-ce que vous avez aperçu un petit peu de votre côté dans les derniers mois, dans les dernières années, peut-être qui vous aide à mieux comprendre comment structurer la suite? Ça, c'est un bon point que tu mentionnes parce que toute la question de la culture, c'est maintenir la culture de l'organisation. Je ne crois pas que forcer les gens à revenir au bureau 3, 4, 5 jours par semaine, ça va nécessairement être le point déterminant de la culture de l'organisation. Moi, j'ai vu avec, bon, la pandémie, puis ce qui s'en est suivi aujourd'hui, on en bénéficie dans un certain sens
quant à la communication avec nos employés. Moi, je vous dis, là, quand j'avais à, moi, personnellement, comme président, à parler à mes employés à travers l'ensemble du groupe en Amérique du Nord, là, puis, bon, qu'est-ce que je faisais? Mettons, on sortait nos résultats là, le mardi. Ben moi, le mardi, j'étais à Montréal, puis je rencontrais les employés de Montréal. Après ça, le lendemain, je revenais à Québec, je rencontrais les employés de Québec. Après ça, je prenais l'avion, Toronto, Vancouver, les États-Unis. Ça prenait une semaine pour avoir dit à peu près le même message à tout le monde, mais pas en même temps. Là, aujourd'hui, je vais faire 1 heure temps nord français, 1 heure temps nord anglais. Tout le monde a eu le même message en même temps. Et on peut le faire plus souvent. Je le fais régulièrement. Je vais faire des temps nord à peu près 8 par année. Donc, ça vient assez régulièrement et ça nous permet de passer des messages, de revenir, puis aussi donner l'opportunité aux employés de poser des questions. Puis, il y a pas de mauvaises questions, là. Moi, je pourrais apprendre n'importe quelle question, là, même les plus embêtantes, là, je te dirais. Donc, moi, tu sais, la culture, là, c'est répéter, hein, c'est répéter les messages, puis les vivre aussi, bien sûr, hein, c'est bien, c'est de vivre ces messages-là. Fait que quand on en parle souvent, à un moment donné, c'est gênant de ne pas les vivre, hein, on s'entend? Donc, moi, je trouve qu'un mélange de communication accrue par rapport avant la pandémie, avec une présence au bureau qui, comme je disais tantôt, qui est suffisante, qui permet de la collaboration, puis qui permet d'être, productif. Moi, je pense qu'il y a une optimisation qui va se faire au fil du temps. Moi, je suis extrêmement, extrêmement positif quant à notre capacité de forger une culture, dans l'organisation avec tous les outils qu'on a, puis avec tous les processus qu'on a. Je suis curieux, j'aimerais revenir au volet town hall que je trouve assez intéressant. Vous en faites 8 fois par année, vous avez des questions que vous allez répondre. Comment on crée une dynamique un petit peu avec ses collègues de travail pour s'assurer que les bonnes questions soient posées? Est-ce qu'on donne littéralement la parole aux gens? Est-ce qu'on leur donne la possibilité de le faire de manière anonyme pour s'assurer que ce soit plus simple d'y répondre? Est-ce que c'est des conversations quasiment ouvertes avec les gens qui sont connectés? Comment vous y prenez? Ben, en fait, ça peut être anonyme ou ça peut être la personne qui écrit son nom. Ça, c'est pas un enjeu, là, je suis assez ouvert. Puis j'en fais virtuel, puis j'en fais, en personne aussi. Des fois, je vais être dans une ville, puis je vais en profiter, puis on va le dire aux gens, puis les gens viennent. Puis j'ai juste une petite anecdote. La dernière fois, il y avait un employé qui était là, puis là, c'était drôle parce qu'on s'était stiné là, sur un élément, puis tu sais, c'était en même temps un peu comique, là. Mais tu sais, les gens peuvent poser les questions qu'ils veulent. Normalement, il y a quelqu'un qui prend les questions puis qui me les donne, là, juste pour s'assurer que c'est pas pour faire du filtrage, là, c'est juste pour s'assurer que, bon, à un moment donné, Bien il y sûr. en a tellement, tu sais, je peux en avoir 200, là, tu sais. Il faut se préparer un peu, là. Non, mais c'est parce qu'en 20 minutes de questions-réponses, tu Ouais, peux pas passer 200. Fait que cette personne-là, tu sais, est capable de synthétiser ce qui est le plus important. C'est quoi les préoccupations là, du jour aussi de nos employés, là? Tu sais, quand je disais là, par rapport au temps qui est exigé au travail, moi, je me souviens, le dernier temps nord, là, je pense la veille ou l'avant-veille, il y a une des autres grosses institutions financières au Québec qui avait annoncé un retour obligatoire. Tu peux être certain que c'était une question qui était posée, puis je l'ai pris, puis j'ai répondu comme j'ai répondu tantôt, là. Je suis assez ouvert là-dedans. J'essaie de ne pas me censurer parce que des fois, les gens vont dire: «Hey Denis, tu es allé un petit peu trop loin là». La journée où je vais me censurer, je vais arrêter d'en faire. ça, c'est une bonne réponse. Mais on s'entend, les gens doivent adorer cette transparence-là. Oh Surtout oui, les une gens adorent ça. organisation de votre grandeur. Je veux dire, on peut être très transparent à 10, 15, 20, 30, 50 personnes, mais quand on arrive à 9000 personnes, il y a des politiques qui s'installent, il y a une certaine dynamique, il y a des cultures différentes, vous êtes dans plusieurs pays. Je veux dire, ça doit être quelque chose que les gens aiment beaucoup, là. Oui, puis c'est pas facile, puis il faut être humble. Tu sais, moi, je le dis, je veux dire, j'ai pas toutes les réponses, là. Écoutez, OK, si vous pensez que je les ai toutes, là, j'ai certaines convictions, puis on travaille avec ça, puis on s'ajuste, mais j'ai pas toutes les réponses. Puis tu as raison, là, c'est pas évident, là, parce qu'on a des gens moi, j'ai des employés, là, peut-être 1000 employés, là, et plus, au Texas, là. Les valeurs sont pas les mêmes, là, OK? OK. Fait que puis là, à un moment donné, il y a des questions qui sont posées par rapport à les conflits qu'il y a à l'international. Tu sais, il faut être assez humble puis empathique par rapport à ce qui se passe, puis rester au-dessus de la mêlée. Tu sais, moi, là, je n'irais pas dire que je suis pro-israélien ou pro-palestinien. Tu sais, je suis pas là pantoute, tu sais, mais c'est vraiment triste ce qui se passe, par contre. Ça, on peut le dire, là, c'est vraiment désolant, là, tu sais, c'est pas dans nos valeurs, là. Alors, mon point, c'est de rester humble, mais de rester transparent. Puis moi, j'ai toujours dit que je redoutais les gens qui avaient trop de certitudes. C'est drôle à dire, hein? Parce que moi, j'essaie de ne pas avoir trop de certitudes. J'essaie de rester ouvert, mon esprit ouvert,
parce que, tu sais, la vie change, hein. Bien sûr. Une conviction qu'on a aujourd'hui, elle peut complètement changer dans 4-5 ans. Donc, j'essaie de rester quand même assez ouvert et humble dans tout ça, là. Nos valeurs vont souvent rester les mêmes, mais clairement, on peut avoir des avis qui changent pour des raisons évidentes. Le monde change tellement vite. On s'aurait dit il y a quelques années de ça qu'on ferait un podcast à distance sur 2 continents différents, littéralement. Peu de gens l'auraient cru, mais aujourd'hui, c'est monnaie courante à chaque jour. Donc effectivement, il faut être flexible là-dessus, mais habituellement, on a des bonnes valeurs qui restent. Bon, vous m'aidez à faire une transition. Vous avez parlé du Texas. 1000 employés au moment où on se parle au Texas. Les gens le savent un petit peu moins, mais comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, 40% de votre chiffre d'affaires ou de vos activités sont au Québec. Le reste, c'est un petit peu partout. Pouvez-vous nous donner un petit peu de contexte sur l'empreinte totale d'Industrielle Alliance? Quel pourcentage de vos ventes sont aux États-Unis comparativement au Canada? La façon dont je le regarde, c'est qu'actuellement, notre rentabilité aux États-Unis, elle tourne entre 10 et 15 de nos profits totaux. Moi, j'aimerais ça l'amener à 25 assez rapidement. En fait, le potentiel de croissance de notre groupe, il est plus fort aux États-Unis parce que c'est un marché qui est un peu moins mature qu'au Canada. Au Canada, les institutions financières sont déjà très consolidées, pour différentes raisons au fil des années. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'acquisition. Donc, c'est de la croissance qu'on appelle organique, hein. Tu train va loin, chaque année, tu fais croître ta business. Mais aux États-Unis, il y a quand même, des possibilités, d'acquérir des organisations qui vont accélérer ton développement. Donc, c'est un peu ça qui se vit actuellement. Donc, ben, c'est ça, 40 de nos affaires à peu près au Québec. On a 15 de nos profits, ou en tout cas, pas loin de ça aux États-Unis. Le reste dans le Canada, tu sais, à l'extérieur du Québec au Canada. Mais clairement, notre créneau de croissance, c'est les États-Unis actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croître au Canada, là. On n'est pas en train de dire ça. Hein, c'est pas à 25 aux États-Unis, là, ça veut dire qu'on va avoir cru aussi, quand même de façon importante au Canada, là. Puis ça a été le cas. On est l'organisation, tu sais, quand je regarde depuis, que les mutuelles d'assurance se sont démutualisées au début des années 2000, avec différentes mesures, on est l'organisation qui a le mieux performé parmi les 4 assureurs publics, là. Alors je pense que le fait qu'on était quand même, bon, la plus petite des 4, malgré qu'on a vraiment je dirais des positions, concurrentielles très, très favorables en assurance. On est numéro 1 au Canada. Tu sais, on a des créneaux dans lesquels on est dominant, là. Mais en même temps, quand on le regarde dans l'ensemble, le fait qu'on n'est pas si international que ça versus nos pairs canadiens, là, ben, ça fait en sorte qu'on est un peu plus petit. Et puis, mais on a beaucoup d'agilité. On le voit d'ailleurs, les gens qu'on recrute et qui viennent de l'externe nous le disent, là, on est une organisation qui est capable de se revirer sur un dizaine, comme on dit en français, là. On a une agilité, qui nous permet de, ben, prendre des décisions un peu plus rapidement, puis de profiter. On a un esprit entrepreneurial qui nous permet de profiter des opportunités. Et vous avez fait une acquisition récemment, Vericity, je crois bien, un assureur américain, 400 employés. Vous dites un peu que la croissance va se faire par les acquisitions. Est-ce que c'est le plan futur de continuer à faire des achats dans les prochains mois, prochaines années? Oui, en fait, ce qu'on a dit au 31, ben, au 31 décembre puis au 30 juin, là, c'est qu'on a environ 1,8 milliard canadiens de capital qu'on pourrait déployer dans des acquisitions. L'acquisition qu'on vient de faire a déjà utilisé 270 millions du 1,8 milliard. Donc, Véricité, c'est une organisation, qui est basée à Chicago, mais bon, eux autres ont vraiment un modèle aussi, là, de travail de n'importe où, là. Ils ont des dirigeants qui sont un peu partout aux États-Unis. Il y en a qui demeure à Nashville, bon, un autre qui est à Phoenix, bon, et cetera, et cetera. Oui, il y a une compagnie d'assurance, mais on ne l'a pas acheté pour ça. On l'a acheté plus pour le distributeur. C'est un distributeur qui utilise des moyens numériques pour aller chercher des clients. Ce qui est différent de nous. Nous, notre grande force, chez IA Financier, la plus grande force, c'est nos réseaux de distribution. Toutes les relations qu'on a bâties à travers les ans, qui ont pris beaucoup de temps, c'est du travail de bras, mais qui fait en sorte qu'on a des relations très fortes avec beaucoup de distributeurs. C'est des humains, hein, qui, combinés à la technologie, mais c'est des humains qui, à la base, vont offrir nos produits aux clients. Mais l'organisation qu'on a achetée aux États-Unis, c'est à la base, via la technologie, qui vont chercher les clients. Après ça, il y a un humain qui embarque dans le processus. Mais grosso modo, c'est pour le distributeur qu'on a acheté l'organisation. Puis il y avait une compagnie d'assurance qui était greffée à ça. Puis quand on regarde aux États-Unis, je vais finir là-dessus, c'est que notre potentiel de croissance, on pense qu'à court terme, en tout cas, va être plus du côté de l'assurance vie, qui est notre grande force. On a aussi une business avec les concessionnaires automobiles aux États-Unis.
Mais actuellement, on est en train de consolider cette business-là. Puis, éventuellement, on va aussi pouvoir acquérir d'autres organisations. Est-ce que c'est cette vision de distribution technologique, donc on parle ici d'entreprises qui, à mon avis, plus souvent qu'autrement, vont être ce qu'on appelle des insurtech, hein, c'est le terme souvent qu'on va utiliser en anglais. Ça serait des cibles d'acquisition que vous regardez un petit peu en ce moment de votre côté? Oui. En fait, notre ambition, là, on l'a déposé d'ailleurs au conseil d'administration il y a quelques semaines. On a redéfini un peu plus notre ambition de façon plus précise. On veut être l'organisation qui combine le mieux l'humain et le numérique. On l'a vu de visu, là, je dirais, là, durant la pandémie. On était un leader dans cette combinaison-là. C'est notre grande conviction. Historiquement, on l'a bâti via l'humain en premier, puis on y a ajouté la technologie. Ce qu'on est en train de regarder actuellement, c'est de regarder la technologie, puis d'y ajouter de l'humain aussi. Donc, une combinaison des 2, mais dans un sens ou dans l'autre en premier, c'est pas si important que ça. À la fin de la journée, il y a un client qui va être servi par un humain, mais la technologie va être un catalyseur parce que dans le fond, le client lui-même utilise la technologie. Il y a beaucoup de régulations qui ont changé. Ça veut dire qu'auparavant, je crois bien, corrigez-moi si je me trompe, acheter des assurances-vie au Québec, acheter des assurances-vie au Canada, on devait absolument, je crois, passer par un humain. Beaucoup peut être fait au niveau de la technologie en ligne maintenant. Oui, par contre, tu sais, moi, je vais dire closer une vente, là, je vais dire de même, là, Ouais. il y a toujours un humain. Puis, il y a de la réglementation encore. Tu sais, il y a un humain qui a un permis, qui a fait de la formation. C'est complexe. C'est complexe, l'assurance. Puis les gens veulent s'assurer que, bon, évidemment, qu'ils sont couverts de la bonne façon, et cetera, et cetera. Donc, moi, j'ai la grande conviction que, tu sais, nos produits, je vais dire dans ces mots-là, là, à part l'assurance auto, là, et habitation, mais pour l'assurance vie, l'invalidité, la préparation à la retraite, ce sont des produits ou des solutions qui se vendent et non pas qui s'achètent. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Tu sais, une auto, tu l'achètes. Hein, tu te lèves le matin, tu dis, moi, j'ai le goût de m'acheter un char. Bon, ou une assurance auto, ben, tu as besoin. Tu achètes une voiture, puis tu as besoin d'avoir une assurance là-dessus. Mais de dire: «Je vais me préparer pour la retraite», tu sais, souvent les gens vont procrastiner. Tu as besoin de quelqu'un qui va te convaincre que c'est bon pour toi, puis ça va assurer justement la paix d'esprit pour ton futur. Ou au décès parce que bon, tu vas avoir il y a des gens qui vont avoir besoin d'argent lors de ton décès, là. Intéressant. Et bon, on a parlé un peu d'expansion américaine avec les acquisitions. Jusqu'où une organisation comme la vôtre peut s'étendre au niveau international et est-ce que ça fait même partie des ambitions d'aller au-delà du sud de la frontière? C'est un bon point que tu mentionnes encore une fois. Nous, on croit, en tout cas, moi, j'ai déposé un plan 2030 auprès du conseil, là. Du 2030, c'est comme Bien sûr. dans les 7 prochaines années. Nous croyons que croître au Canada et aux États-Unis, ça va être suffisant pour assurer la croissance qu'on veut. Hmm. Mais je veux déjà semer la graine pour l'après 2030. Possiblement après 2030, je ne serai plus là, là. On verra. Mais tu sais, si je regarde ça, moi, pour la postérité, la pérennité de l'organisation, je vais vouloir semer des graines. Donc, probablement dans la deuxième phase du plan 7 ans, on va commencer à analyser est-ce qu'il y a un nouveau secteur ou une nouvelle géographie dans lequel qui pourrait être porteur de croissance pour notre groupe. Alors, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est fermé, là. Je dirais que pour les 2, 3 prochaines années, là, je ne suis pas dans le mode, on va aller en Amérique du Sud ou en Asie ou en Europe, là. On a suffisamment d'ouvrages là où on est. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que le marché canadien soit peut-être autant consolidé comparativement à ce qu'on voit au niveau du marché américain? Est-ce que aux États-Unis, il y a simplement moins de gens qui sont assurés ou c'est peut-être plus facile de faire changer un consommateur d'une entreprise à l'autre? Comment diagnostiquez-vous le marché comparativement à ce que vous voyez au Canada? Il y a différentes raisons. Je dirais c'est très historique. Tu sais, il y a eu la vague des démutualisations. Je parle des assureurs, là, Bien pour sûr, bien l'instant. sûr. Il y a eu la vague des démutualisations en 2000, puis rapidement, puis, tu sais, la législation canadienne a favorisé l'acquisition par des grands groupes de plus petits joueurs. Donc, ça s'est consolidé autour de 3 grands assureurs internationaux, là. Puis au Québec, nous autres. Après ça, il reste encore quelques petites mutuelles ou des compagnies qui sont détenues par des groupes privés, mais il y a pratiquement plus rien. Fait que, tu sais, la législation depuis 2000 a favorisé ça. Aux États-Unis, il n'y a pas eu cette vague aussi forte de démutualisation. Il y en a eu, là, mais ça n'a pas été aussi fort. Il y a quand même beaucoup de législations qui sont, je dirais, par État aux États-Unis, qui fait qu'il y a, tu sais,
Il y a encore beaucoup de mutuelles qui existent par État, puis, fait qu'il y a des opportunités qui sont là actuellement grâce à ça, là. On a eu récemment sur le podcast, M. Ricard, Patrick Decosse, qui est le président de Boralex. Boralex, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est une organisation publique comme Industrielle Alliance. Il nous disait que 50% de son temps était passé à l'externe avec les investisseurs pour promouvoir l'organisation. Bref, faire un travail de développement et un 50% de son temps avec ses collègues à l'interne, améliorer le produit, améliorer la logistique de l'organisation. Vous, de votre côté, où va votre temps? Je connais très bien Patrick d'ailleurs, je l'ai vu hier. Ah! Là, je le connais très bien. Écoutez, je vous dirais que avant de parler de quantum, là, plus on monte dans une organisation, plus on doit être tourné vers l'externe. Parce que si moi je passe pas un pourcentage, important de mon à l'extérieur, je fais pas ma job. Puis je vous dirais, je tourne probablement autour de, je dirais, entre 30 et 40 de mon temps qui est tourné vers l'extérieur. Parce que dans le fond, les principales, responsabilités, ou mes préoccupations, c'est beaucoup relié à la pérennité de l'organisation. Donc la stratégie, la relève. Fait que ça, c'est des éléments à l'interne que je regarde de façon, très sérieuse. Puis la stratégie, bien évidemment, tout le volet externe. Donc aller scanner le marché, aller voir ce qui se passe. Puis je vais te donner un exemple. Moi, je me suis donné comme objectif, je fais ça à chaque année, là, mais je me suis donné comme objectif que j'allais augmenter mes connaissances en intelligence artificielle. Et là, ben, ça veut dire ça, oui, il y a des gens à l'interne qui peuvent me donner de l'information, mais clairement, je vais aller visiter, je vais aller, rencontrer d'autres dirigeants, soit des conférences ou aller directement rencontrer des dirigeants. Parce que je pense que ça peut être un élément qui va être transformationnel pour notre organisation. Donc moi et chaque membre du comité exécutif, on va avoir une responsabilité en 2024 avec des résultats qui vont être attendus, là, d'accroître notre intelligence collective dans ce domaine-là. Donc, mes exécutifs aussi ont la responsabilité d'aller à l'externe parce qu'eux aussi, dans leur secteur respectif, doivent être connectés avec ce qui se passe et c'est comme ça qu'on voit les opportunités, dans le futur. Puis aussi, on a tout le volet que je parlais tantôt au niveau des acquisitions. Donc, c'est une acquisition, là, des fois, ça se travaille bien longtemps d'avance. Il faut que Bien tu rencontres sûr. OK, tu fais à un moment donné, tu rencontres la personne, ils ne sont pas à vendre, OK, c'est pas grave, tu développes la relation. Hop, tout d'un coup, tu fais une offre, bon, parce que c'était pertinent. Hop, ça n'a pas marché. Hop, 3 ans après, tu te reprends. Fait que tu sais, c'est du travail à l'externe qui demande, tu sais, qui demande de la patience, là. Bien sûr. Et on doit mettre ce temps-là parce que sinon, bien entendu, ces projets-là n'avancent pas. Et à un point que vous êtes rendu en tant que développement d'entreprise, on s'entend, il peut continuer à avoir de la croissance organique, mais dans des marchés consolidés, ça va passer par des achats d'entreprise, là. Ben, en fait, tu sais, avec le capital excédentaire qu'on a, puis celui qu'on génère à travers nos opérations, parce qu'en plus du 1,8 milliard que je te parlais tantôt, là, ben, c'est 1,8 moins 270, là, comme je te disais. Ben, on en génère 600 par année, 600 millions. Fait que ce capital excédentaire-là, on a différentes façons de l'investir. On peut le retourner aux actionnaires, là. On pourrait, complètement. Mais c'est pas ça qu'on veut faire comme organisation. On veut croître. On veut créer un champion mondial, là, dans le secteur financier, en assurance. Donc, si on veut faire ça, il faut être capable d'identifier des créneaux dans lesquels ça va être porteur, puis on va être capable justement de remplir notre mission, là. Donc, mais je pense que la réalité, là, il faut être quand même réaliste. Ça va être un mélange entre des acquisitions puis un retour, le retour à l'actionnariat d'une partie de nos bénéfices, là, peut-être un peu plus importante que ça a été dans le passé, là. Et bon, avant de passer des petites questions personnelles, Monsieur Ricard, vous nous avez parlé de plan 2030. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer un peu globalement ce qui atteint Industrielle Alliance dans les prochaines années? Le déploiement de capital, comme je viens de mentionner, vraiment important, puis je ne le répéterai pas, là. L'expérience client. Puis quand je dis ça, c'est utiliser la technologie, puis l'intelligence artificielle pour être un peu plus proactif dans l'identification des besoins de nos clients. Parce que historiquement, ça a beaucoup été dans la tête du conseiller. C'est lui qui décide comment servir son client. Dans le fond, on a délégué complètement la responsabilité d'identifier les besoins du client auprès du conseiller. Et là, ce qu'on voudrait, c'est, je dirais, aider le conseiller à être plus productif auprès de sa clientèle en utilisant l'intelligence artificielle et la technologie. Fait que ça, c'est un volet, je pense, qui va être extrêmement important. L'autre, c'est aller encore plus loin au niveau de ce que j'appelle l'organisation apprenante, donc le volet RH. Donc, aider nos employés à acquérir de nouvelles compétences professionnelles,
Mais je te dirais aussi personnel. Alors, on a des programmes pour aider nos employés dans ce sens-là, parce qu'on pense que, dans le fond, si on pense, on a la conviction extrême que c'est vraiment la différence, ça va être nos employés. Donc, on fait attention à nos employés, là. Puis le dernier, c'est tout côté l'efficacité opérationnelle, là. C'est parce que bon, ça, le quatrième élément, j'en ai nommé trois avant, mais là, c'est le quatrième élément. C'est de s'assurer qu'on travaille aussi au niveau de l'amélioration de nos coûts. Parce qu'à la fin de la journée, bien évidemment, les coûts se reflètent dans les prix, puis on veut être compétitif. Puis je pense qu'on a une bonne culture de bien gérer nos coûts, puis on veut continuer dans l'avenir, là. Fait que c'est les quatre éléments importants. Ben, c'est un beau plan. C'est un très beau plan. Et bon, Monsieur Ricard, je termine toujours avec des petites questions plus personnelles. Est-ce que vous lisez un peu certains livres d'affaires pour garder un petit peu des inspirations, des envies d'aller développer certains projets? Est-ce que ça vous arrive de lire quelques livres d'affaires? Oui, oui, j'en lis, mais des fois, la nuance entre livre d'affaires puis livre personnel n'est pas toujours claire. J'ai lu un Hmm. livre qui m'a marqué beaucoup dernièrement, là, qui m'avait été conseillé par quelqu'un. Ça s'appelle Le Mage du Kremlin et ça donne une perspective, pas seulement de ce qui se passe actuellement en Europe, là, avec la Russie puis l'Ukraine, mais ça donne une perspective sur, je dirais, nos sociétés démocratiques versus les sociétés autocratiques dans le monde. Puis qu'est-ce qui va faire bouger cette espèce de monde multipolaire dans lequel on vit? Parce que multipolaire, il y a les États-Unis qui est un pôle important, là, puis tout l'Occident qui tourne autour, mais on voit qu'il y a d'autres grands joueurs, bon, la Chine, l'Inde, qui sont en train de, évidemment, se révéler. Donc, ça fait vraiment réfléchir, beaucoup comment ça va influencer, dans le fond, la société, dans le futur. Il y a eu les lectures. Est-ce qu'il y a des podcasts également de votre côté? Ben oui, c'est ma sœur qui m'a recommandé ça un moment donné. Ça s'appelle Hidden Brain. Bon, c'est des Je ne podcasts connais pas. anglophones, là, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant, puis, il y a toutes sortes de sujets. C'est beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, là, où ça peut être différents sujets, là. Tu sais, je me souviens d'un que j'ai écouté dernièrement, c'était, les meilleures années de ta vie. Bon, c'est quoi les meilleures années de ta vie? Tu sais, la conclusion, c'est que c'est même pas ça n'a rien à voir avec l'âge. Fait que je vous le conseille, il est vraiment intéressant celui-là. Il y en avait d'autres, c'était, comment te dépasser comme individu. Fait que tu sais, c'est beaucoup, sur la psychologie humaine, comment devenir une meilleure personne, comment utiliser ton intelligence émotionnelle, comment la faire grandir, la conscience de soi, vivre le moment présent. Je pense que ce sont tous des éléments qui sont importants dans une société qui nous distrait tellement avec un paquet d'affaires. Mais il faut que tu te recentres, hein? Heu, parce que tu peux surfer sur toutes les distractions, médias sociaux inclus, là, facilement. Mais à un moment donné, là, il faut revenir à soi-même et puis, ben, voir, tu sais, être seul des fois, hein. C'est pas facile d'être seul des fois, mais c'est important. Intéressant. Donc, vous êtes très orienté développement personnel, continuellement vouloir s'améliorer sur certains volets de votre vie. C'est primordial pour un président d'entreprise, vous pensez? Oui, ah oui, c'est vraiment important. Puis, tu sais, c'est toujours un challenge de contrôler ses émotions, puis mais à la fin de la journée, tu sais, moi, je pars du principe que, tu sais, il y a personne qui se lève le matin en se disant: «Je vais faire une mauvaise job, puis je vais essayer de nuire à quelqu'un», tu sais, c'est très, très, très rare ça. Moi, je suis du genre qui fait confiance aux gens, puis qui leur donne une chance. Des fois, j'ai été déçu là, dans ma vie, mais la très grande majorité du temps, j'ai bénéficié du fait que j'ai pu donner confiance. Tu sais, je veux dire, j'ai le bénéfice du doute aux gens, là. Bien sûr, bien sûr. Fait que pour moi, c'est important d'essayer de comprendre les motivations de l'autre pour, mieux le comprendre, puis de mieux m'ajuster. Parce que moi, je constate que c'est ma responsabilité de m'ajuster à l'autre, puis ça m'a toujours bien servi. On donne confiance et c'est à la responsabilité de l'autre personne de ne pas la perdre. Mais si on attend trop longtemps avant que quelqu'un, on essaye de gagner sa confiance, que le gagne notre confiance, on perd beaucoup de temps, là. En fait, je dirais tu sais, je terminerai ce petit segment-là en disant: «L'ouverture amène l'ouverture». Bien sûr. Puis ça, c'est puissant, mais Mmh. c'est pas facile. C'est du bon leadership et je pense que vous en faites preuve en laissant vos 9 000 collègues travailler d'un peu où ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on vous donne confiance, vous avez une responsabilité. Donner confiance, ça vient avec une responsabilité. Oui et tu as tout à fait raison. Notre défi, c'est de s'assurer qu'on est capable de bien mesurer
Tu sais, puis là, je reviens à notre point de tantôt, la productivité, en tout cas, parce qu'à la fin de la journée, tu peux toujours avoir des gens qui vont ambitionner à gauche, à droite. Mais moi, je préfère donner un environnement qui est positif, favorable, puis qui est imputable pour 97 de ceux qui vont, tu sais, bien l'utiliser, que de créer un système pour les 3 qui pourraient ambitionner. Tu me suis? Définitivement, définitivement. Puis ça filtre un petit peu. Je veux dire, il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans cet environnement-là, qui vont bénéficier de ça. Il y en a d'autres que s'ils poussent un petit peu trop loin, ben écoutez, malheureusement, c'est peut-être pas pour vous. Mais évidemment, ça prend du courage managérial, quelque part, là. Mais il y a aussi que les équipes vont rejeter. Ils vont rejeter un individu qui embarque pas Ça dans filtre. l'esprit, Mhm. dans la culture de ça. Comme tu dis, là, c'est une espèce de filtre. Fait qu'à la fois les équipes et évidemment les leaders de ces groupes-là, de ces équipes-là, à un moment donné, si jamais il y a un joueur qui embarque pas dans tu sais, je veux dire, si ton leader te dit: «Regarde, dans les 2 prochaines semaines, là, pour la raison X, il va falloir être au bureau parce que, bon, notre interaction va nous amener de meilleurs résultats. Je sais pas moi, il faut lui faire une livraison informatique dans 2 semaines, puis on va avoir plein de tests, puis bon, ça va être compliqué en ligne». Puis, il y a une personne qui se présente jamais, ben là, à un moment donné, c'est le système qui va le rejeter, là. Exactement. Intéressant, fascinant même. Monsieur Ricard, je terminerai en vous posant une question. 50% des gens qui viennent sur le podcast, les entrepreneurs me disent, j'ai une routine matinale et pendant ma journée qui est quasiment militaire. Et l'autre 50% me dit, moi, j'ai aucune routine. Vous vous situez où? Étant donné que je voyage beaucoup, j'ai pas tant de routine que ça. Tu sais, oui, je vais lire tous mes journaux le matin, là, assez tôt, là, puis, ben, tu sais, je regarde l'entraînement, je m'entraîne, mais ça peut être n'importe quand. Ça dépend quand est-ce que je voyage. Puis, tu sais, puis ça dépend de la température parce que je fais de la course, je fais du spinning, puis je fais de la natation. Fait que, dépendamment de mon horaire, je vais essayer de fitter un de ceux-là, 3-4 fois par semaine, là, tu sais. Fait que je peux pas dire que j'ai tant de routine que ça, hein. Puis j'ai pas un besoin d'avoir une routine fixe. J'ai besoin d'une certaine flexibilité, un certain flow, dans ma vie, là, pour être bien, là. Denis Ricard, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous sur le podcast. Si il y a des gens qui nous écoutent, qui se cherchent un emploi, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se cherchent de l'aide dans la gestion de leur patrimoine, dans leurs assurances, meilleur endroit pour vous rejoindre? En fait, ben, là, je veux dire, n'importe quand, vous pouvez me rejoindre, là, à la compagnie. Moi, je suis toujours présent, là, quand je suis à Québec, ici, là. Mais on a, sur nos sites internet, on a des références. Si jamais vous avez besoin de sécurité financière, là, inquiétez-vous pas. On a des références sur notre site web de la compagnie. Ça va nous faire plaisir de vous servir, soit pour votre retraite ou pour vos protections d'assurance, validité et assurance vie, là. On mettra des liens dans les notes d'épisode. Denis Ricard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut totalement fascinant. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.